Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce jeudi. Et tout de suite, voici le sommaire. La rébellion du M23 continue de gagner du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle s'est emparée de la ville clé de Masisi à environ 80 km à l'ouest de Goma. Deuxième et dernier jour du symposium international sur le thème démocratie et réinvention de la théorie du droit en Afrique. Nous allons y revenir tout à l'heure. Bienvenue encore une fois. Nous allons revenir sur ce décryptage. La rébellion du M23 continue de gagner du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle s'est emparée de la ville clé de Masisi à environ 80 km à l'ouest de Goma. La prise du centre de Masisi par le M23 a suscité de nombreuses déclarations et la communauté internationale a demandé au mouvement de se retirer de la ville. Pour mieux comprendre cette situation, RBA s'est entretenu avec l'analyste spécialiste de la région, chercheur, blogueur, Gatete Luhumuliza, qui est au micro de Jean-Pierre Kagabo. Les réactions sont... C'est une sorte d'indigestion d'un narratif construit, a priori, qui disait que le M23 est un mouvement terroriste, rebelle, milice, armée, etc. Vous savez, quand vous prenez une ville, les gens sont obligés de vous reconnaître politiquement, géopolitiquement et de négocier avec vous. Or, la communauté internationale a mis tous ses moyens pour ternir l'image du M23. Il y a un groupe d'experts de l'ONU qui sont à Goma, dont le travail est de publier tous les 6 mois un rapport qui accuse le M23 de tous les maux. Comment ils font? Ils vont dans un camp de réfugiés aux alentours de Goma. Ils ne vont jamais dans les territoires occupés par le M23. Ils ne parlent jamais au M23, ni à la population restée dans les territoires occupés par le M23. Ils vont à Goma et tendent le micro comme vous êtes en train de le faire et demandent aux gens ce qu'ils pensent du M23. Les gens disent ce qu'ils veulent, ce qu'on leur a dit de répondre à ces chercheurs. Pourquoi ils le font? C'est justement parce que pour qu'ils puissent justement donner de l'eau au moulin de ce narratif selon lequel le M23 est un mouvement rebelle, une milice armée, violente, etc. Le gouvernement congolais l'appelle mouvement terroriste au solde du Rwanda, etc. Mais maintenant, quand le M23 prend une ville, on ne va pas appeler ça ville, on va appeler une cité assez importante comme Ngungu, comme Masisi, ils s'imposent diplomatiquement. Ça veut dire qu'ils ne sont plus des gens de la bouche, de la forêt, ils deviennent des gens de la ville, ils deviennent une administration. Et surtout que quand ils prennent ce genre d'endroits, les écoles ouvrent, les églises ouvrent, le marché fonctionne, les hôpitaux fonctionnent. Quand on ne peut pas accuser un mouvement dont l'espace conquis fonctionne, est ouvert, etc., est mieux administré que des espaces occupés par le gouvernement congolais, on s'aperçoit que les gens sont plus en sécurité dans des zones, quand vous regardez, dans des zones occupées par le M23 que dans des zones occupées par le gouvernement congolais. Cependant, dès lors qu'on s'est aperçu cela, on ne peut plus accuser un groupe comme le M23 d'être un mouvement terroriste violent, etc. Alors, la communauté internationale elle-même, qui vient de passer 30 ans en train d'essayer de traiter un mouvement révolutionnaire, dont la seule mission est de ramener leur famille dans leur territoire de chez eux, d'où ils ont été chassés par le FDLR. Lui-même... Effectivement, vous faites allusion à cette FDLR qui opère dans la même région depuis plusieurs années. Personne n'a réagi, personne n'a pointé du doigt les FDLR. Pourquoi maintenant leur indignation alors que les M23 contrôlent présentement Masisi? Parce que le FDLR qui est là depuis plus de 30 ans, il est là en connivence avec le gouvernement de Kinshasa. Le gouvernement de Kinshasa, c'est un secret pour personne que le gouvernement de Kinshasa arme le FDLR, travaille avec le FDLR, l'armée du Burundi, plusieurs sortes de milices. Mais quand le FDLR était là-bas, la population tutsi rwandophone de là-bas avait fui. Et donc le FDLR, ils exploitent les minéraux, font de l'agriculture et partagent le butin avec des politiciens
basés à Kinshasa. Donc, le gouvernement constatait dans son intérêt que le FDLR reste là-bas. Maintenant que le FDLR est chassé, d'abord, ils ont un manque à gagner financier, de la raquette, la contrebande, etc. Mais ensuite, les gens seront obligés de constater que le M23 gère mieux ces communautés-là. Alors, quand le M23 gère bien des communautés, il s'impose géopolitiquement, diplomatiquement. Tout le monde est obligé de discuter avec eux. Le gouvernement congolais a toujours été très opposé, très hostile à quiconque voudrait aller voir le M23 et parler avec eux. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas parler avec eux, mais ils empêchent tout autre chercheur, journaliste. Moi-même, en tant que chercheur, je suis allé à Kishiché. Vous avez vu. Les chercheurs ne demandent généralement pas, surtout des chercheurs clandestins dans des méthodologies de recherche, c'est très respecté, très connu. Mais le gouvernement congolais ne peut pas accepter. Ils ont fermé Al Jazeera, par exemple, parce qu'Al Jazeera s'est rendu dans des zones occupées par l'M23 pour leur demander leur point de vue, leur position aussi. Alors, quand la communauté internationale s'indigne, c'est parce que maintenant, leur narratif vient d'être dévoilé, vient d'être dénoncé par la prise du M23 d'une ville importante. Et ce ne sont plus des gens de la brousse, ce ne sont plus des milices dans la brousse, parce que la RDC et la MONUSCO qui travaille avec la RDC ont fait tout pour amalgamer le M23 avec plus de 200 autres milices qui sévissent. Pensez-vous que la prise de Massissi par le M23 va changer quelque chose sur le champ de bataille? Absolument. Cela a déjà changé quelque chose. Ce n'est pas qu'ils vont changer. Chaque prise d'un petit village, d'une petite colline ne change rien. Chaque prise d'une ville assez importante change tout. Donc, nous attendons à ce que bientôt les négociations puissent avoir lieu. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez, c'est la seule façon. Le gouvernement de Kinshasa a refusé carrément. Oui, mais le gouvernement de Kinshasa va être le premier. Il va venir en rampant pour demander. Si le M23 venait à prendre une ville encore plus importante que celle qu'ils ont déjà pris, le gouvernement de Kinshasa sera obligé de venir demander les négociations M23. Parce que vous devez vous rendre compte que plus vous prenez des villes, plus vous montez en importance, plus vous faites entendre votre cause. Vous savez, la cause du M23 est noble. Je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je vous ai dit. Nyerere, Mbeki, Museveni, Mandela, tout le monde a parlé du M23, du fait que l'empire rwandais, le royaume rwandais était grand avant la colonisation et que lors de la conférence de Berlin, le royaume rwandais a été partitionné. Vous savez, l'Afrique est le seul continent où les frontières on a des frontières rectilignes, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a mis une latte, le cœur, bic, etc. On a découpé le royaume du Rwanda. Ces Rwandais-là se sont retrouvés au Congo, sont devenus Congolais de fait. Mais ils n'ont jamais bougé de chez eux. Le vieux Mwalimu Nyerere ironise en disant, mais c'est comme les Maasai chez nous. Nous avons 60% des Maasai et les Kenyans en ont 40%. Nous ne pouvons pas demander aux Maasai de chez nous d'aller au Kenya, tout comme le Kenya ne peut pas faire la même chose. Donc, le M23 est plus légitime que le gouvernement congolais, que les milices, que les FDLR, que même la communauté internationale, à Rutshuru, à Masisi et à Sake. Pourquoi? Parce que c'est chez eux. C'est chez eux. C'est pour ça qu'ils gagnent les batailles. Ils sont nés là, ils ont grandi là, leurs parents sont nés là, sont de là-bas, etc. Bon, maintenant, cela est assez ironique quand même de voir que les communautés rwandophones de la RDC viennent de passer 30 ans dans des camps de réfugiés, en train de demander à la même communauté internationale de les ramener chez eux de manière pacifique et qu'ils ont échoué. Maintenant qu'eux-mêmes ont pris les armes pour ramener leur communauté chez eux, la même communauté internationale, cette hypocrisie de dernier niveau, revient leur demander de quitter leur propriété. Vous voulez demander, c'est comme me demander moi de quitter cette maison. C'est chez moi ici. Vous êtes qui? Parce que d'abord, quelqu'un est venu, m'a agressé, m'a enlevé de mon habitat naturel. J'ai passé 30 ans dans un camp de réfugiés en train de vous demander de me ramener dans mon habitat chez nous, chez mes ancêtres. Et maintenant que vous ne l'avez pas fait, maintenant que je l'ai fait moi tout seul, vous êtes en train de me demander de quitter mon territoire. Mais c'est aberrant comme situation.
Ce jeudi après-midi au centre conventionnel, au Convention Center de Kigali, le président Paul Kagame et la première dame, Madame Jeannette Kagame, ont reçu le corps diplomatique et des représentants des organisations internationales opérant au Rwanda. Le professeur Charity Munyeruke, au nom des représentants des pays et des organisations internationales opérant au Rwanda, a exprimé sa profonde gratitude pour la coopération continue du gouvernement rwandais avec eux et a salué les efforts et le dévouement dont le pays a fait preuve pour éradiquer l'épidémie de Marburg en peu de temps. Le président Paul Kagame a remercié les diplomates et les représentants des organisations internationales opérant au Rwanda en tant que partenaires clés dans les programmes liés au développement du pays. Dans son discours, le chef de l'État a une fois de plus mis l'accent sur les questions d'insécurité dans la région, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Sur ce point, il a démontré le peu d'intérêt de la communauté internationale à apporter une solution définitive à la question en rejetant toutes les responsabilités au Rwanda. Le président Kagame a démontré comment le gouvernement congolais collabore directement avec les FDLR, les forces qui ont joué un rôle de premier plan dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le président Paul Kagame estime qu'il devrait y avoir une coopération totale pour résoudre ce problème, plutôt que de blâmer les uns et les autres, mais plutôt se concentrer sur la cause profonde du problème, car c'est ce qui conduira à une solution durable à ce problème qui dure depuis des années. Deuxième et dernier jour du symposium international sur le thème démocratie et réinvention de la théorie du droit en Afrique. Ce symposium a initié la Fondation de l'innovation pour la démocratie FIDEMO, qui a pour principal objectif la réflexion autour d'une nouvelle théorie du droit en Afrique et d'envisager sa mise en œuvre au service du renouveau de la démocratie dans une Afrique en perpétuelle mutation. Patrick Nilidandi nous fait le point. L'objectif principal de ces symposiums est d'explorer les voies d'un réenchantement de la démocratie à travers la réinvention de la théorie du droit en Afrique. En d'autres termes, il est question d'envisager comment une nouvelle théorie du droit en Afrique peut être mise au service du renouveau de la démocratie sur le continent et ailleurs. Ce symposium va donc permettre de confronter les connaissances actuelles sur les rapports entre théorie du droit et démocratie. La secrétaire permanente au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Mukeka Clémentine, se félicite que le Rwanda est devenu une destination de choix pour la tenue de grandes réunions et conférences. Et en ce qui concerne le sujet même et la thématique de ces symposiums, elle indique que l'Afrique doit se créer son propre modèle au lieu de copier des modèles qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter de ces questions-là, la gouvernance, la démocratie, le droit. Et on peut se poser la question de est-ce que la démocratie, le droit sont des modèles de gouvernance qui sont venus d'ailleurs? Est-ce qu'ils correspondent toujours à nos besoins ou est-ce qu'on peut réinventer des modèles qui répondent plus à nos réalités sur le terrain? Donc aujourd'hui, on a une Afrique qui est vraiment autoréférentielle et on se doit de se poser la question de comment mettre en place des systèmes institutionnels, sociaux, mais aussi juridiques qui répondent à nos défis spécifiques. On est très content que ce forum se passe ici à Kigali. On a beaucoup de scientifiques, d'enseignants, de chercheurs, de professeurs venus de partout de l'Afrique. Ils sont venus ici au Rwanda parce que je pense que le Rwanda est un exemple qui est au cœur de cette réflexion-là, parce qu'on a montré que l'on peut réinventer nous-mêmes, nous poser toutes ces questions et mettre en place des systèmes qui répondent à nos traditions au final. Aujourd'hui, le Rwanda est très connu pour être une destination des affaires, une destination pour le tourisme et pour les conférences, donc c'était un choix naturel. Les rapports entre la démocratie et les droits sont consubstantiels au rapport entre l'État et le droit et renvoient en réalité comme exercice cognitif et à repenser l'État, à l'occurrence, à partir de sa genèse et son déclin, sa nature et ses fonctions, ses critères et ses formes, sa structuration et son fonctionnement. Penser l'État a toujours constitué une préoccupation centrale dans les sciences sociales et singulièrement dans la science du droit.
Pour le professeur André Akam, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala, président du comité scientifique du symposium, bien que le modèle doit être réinventé, l'Afrique a déjà des états de droit, à titre d'exemple le Rwanda. Nous sommes déjà des États de droit. Le Rwanda est un État de droit. C'est l'exemple parfait aujourd'hui d'un pays qui est un État de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un État qui se donne des règles juridiques, qui les applique et qui les fait respecter. Sur ce plan-là, l'effort a été fait en Afrique. L'étape que nous engageons, c'est pour faire en sorte que le droit que nous créons, que nous appliquons, reflète notre personnalité, notre identité africaine. C'est ça l'objectif qui est visé pour améliorer le système. Je prends un exemple pour le Rwanda. Il y a eu les gachacha ici qui ont permis de juger un certain nombre de personnes, mais aussi de réconcilier la société. Parce que la justice seule ne suffit pas. Il faut aussi réconcilier. Et ça, c'est une dimension proprement africaine. L'Africain ne pense pas que rendre justice, c'est de punir. L'Africain sait que rendre justice, c'est d'abord rendre le droit à celui qui a été blessé ou frustré, mais aussi réconcilier la société en réintégrant celui qui a fauté. C'est ces visions-là que nous devons porter pour que les institutions juridiques, les règles juridiques applicables en Afrique soient le reflet de notre société. Au cours de cet après-midi de jeudi, les participants étaient en atelier thématique et ont évoqué divers sujets, notamment les phénomènes juridiques, l'originalité de la théorie du droit en Afrique, penser un nouveau droit adapté au projet démocratique de l'Afrique, dessiner des perspectives d'une justice réformée au service de la réinvention du droit en Afrique et déconstruction et construction des modes alternatifs des règlements des différends, repenser les justiciables, le droit, la justice et la démocratie autour du vivant, le droit international, les relations internationales et la géopolitique face à la démocratie en Afrique, repenser la philosophie, l'histoire du droit, la sociologie, l'anthropologie et l'économie autour du droit et de la démocratie en Afrique. Plus de 1300 ménages dans la cellule de Nyabisindu du secteur de Remera, c'est en district de Gasabo, vivant dans des maisons qui semblent avoir été construites de manière anarchique, vont être relogés dans des immeubles à étages qui seront construits dans cette zone dans le but d'améliorer l'habitat pour qu'il corresponde au développement de la ville. Kassim Youssouf pour les détails. Les routes en bitume en construction dans la zone de Nyabisindu font partie des projets visant à redynamiser le développement de cette zone. Cependant, l'habitat qu'on y observe actuellement ne correspond pas à la vision de la ville de Kigali. Les habitants du secteur de Gitega qui vivaient dans les mêmes conditions ont exprimé leur satisfaction au micro de RBA après que des logements modernes y soient construits. Ce quartier était avant dénommé de bandits. Ceci est un bon signe car on voit le développement. Maintenant, les contacts entre personnes seront faciles. Avant, c'était un quartier anarchique et on pouvait se faire voler des biens et être dans l'impossibilité d'attraper le voleur. La valeur de la parcelle est entre 15 et 20 millions. Une maison de location pour 500 000 ne valait que 80 000 ou 100 000 avant. Le ministère des Infrastructures a fait savoir qu'en vue de moderniser l'habitat spontané dans la cellule de Nyabisindu, des immeubles à étages seront construits pour loger toutes les familles actuellement résidant dans ces habitations qui seront démantelées, chaque ménage recevant un logement en fonction des biens immobiliers qu'il disposait. Le secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, Olivier Kabera, a assuré aux habitants de Nyabisindu qu'aucun d'entre eux ne sera déplacé de force et que chaque famille recevra un nombre de logements équivalent à celui qu'elle possède actuellement. Nous allons construire des logements à étages qui vont accueillir plus de ménages que ceux qui vivaient dans ce quartier et il y aura même des maisons qui ne seront pas occupées. Ce sont des logements en briques, Ruliba, et je voudrais rassurer les habitants concernés qu'il y a une chose que nous avons d'abord faite, c'est-à-dire un engagement public.
La ville de Kigali et ses consultants ont approché chaque ménage. Nous avons trouvé plus de 85% des citoyens qui sont allés voir ce qui se passe en Mazi et ont accepté qu'ils reçoivent une compensation, mais en restant dans leur quartier au lieu de recevoir de l'argent et aller ailleurs. Avant, on versait de l'argent aux personnes, disons à Nyabisindu, et ils allaient à Bumbogo pour créer un autre habitat désordonné. Et lorsque la prochaine étape est Bumbogo, on est obligé de les déplacer encore une fois et ils vont s'installer à Moucha et ainsi de suite. Cet habitat moderne aide à éliminer l'anarchie tout en se préoccupant du bien-être des personnes qui vivaient dans nos quartiers pour qu'ils y demeurent. Le ministère des Infrastructures indique qu'il va commencer à expliquer ce projet aux citoyens et que sa mise en œuvre débutera prochainement. Environ 1300 ménages vivant dans la cellule de Nyabisindu sur une superficie de 38 hectares ont été recensés et leur quartier va être modernisé en y construisant des maisons modernes où ils seront relogés. Place maintenant au tour du web avec notre consoeur Amandine. Amandine, bonjour. Bonjour Michel, ça va? Quelle est l'actualité aujourd'hui? Enfin, comme tous les mercredis, le tour du web nous propose donc de découvrir les dernières tendances. Mais tout d'abord, Michel, d'un côté, en général, les tendances des réseaux sociaux en 2025 sont marquées par l'émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux formats qui changent la manière dont les individus ou bien tout comme les marques interagissent. Et d'un autre côté, l'utilisation des réseaux sociaux devrait avant tout servir à se connecter, partager des moments et échanger des idées, Michel, de manière positive. Donc ce n'est pas un espace pour ridiculiser ou humilier les autres, mais pour encourager la bienveillance, la solidarité, le respect mutuel. Donc ici, Michel, c'est un clin d'œil parce qu'en Afrique, même partout dans le monde, on voit que pour créer un contenu, c'est comme si on veut créer un buzz en humiliant les autres, alors qu'on devrait se concentrer sur la présentation de sa propre image ou bien d'un produit ou bien d'un service. Alors, à part ça, au sport bien sûr. Super Cap. Voilà, Super Cap 2025, le tout premier tournoi. Super Cap arrive enfin ce 17 janvier. Je pense qu'on se donne rendez-vous demain au BK Arena. J'espère bien. J'espère bien. T'as qu'à me confirmer là tout de suite. On verra. On prend maintenant la comédie Hervé Kimeni, tu le connais? Oui. Qui a une performance d'ailleurs ce soir. Ici, Hervé Kimeni est un comédien d'expression française mais d'origine rwandaise. Il se produit sur différentes scènes en Afrique et en Europe et il aborde des sujets sérieux, dénonce les rapports nord-sud et les clichés sur l'Afrique, la colonisation et les abus religieux. Cette fois, l'édition d'aujourd'hui, c'est 1984. Donc, il a été inspiré par un roman de George Orwell, un roman de 1984. Et puis, il a dit qu'il racontait l'histoire du futur. Et Hervé a remarqué que ce futur-là, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors là, c'est pourquoi il a créé une édition spéciale avec des surprises. Michel, est-ce que tu es tentée à je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer ce soir. Donc, OK. On verra. Alors maintenant, on va parler de Bruce Melody. Colorful Generation de Bruce Melody comprend 20 chansons, dont 3 titres bonus. L'album est fait donc des thèmes de l'amour, la résilience, la célébration, mais ça met en lumière la polyvalence et le style unique de l'artiste. Cet album, à la fois énergétique et captivant, donc reflète la vie de Bruce Melody ainsi que les épreuves qu'il a traversées, son entourage en général. Il s'agit d'un album qui sortira le 17, demain. C'est un programme chargé, je ne sais pas ce que tu vas choisir. J'ai déjà écouté une partie de son album. J'étais là quand il faisait pour la présentation. Donc, il y a une chanson que j'imagine qui va cartonner. Laquelle? Je pense que c'est Rosa, un truc comme ça. Ouais, il y a Rosa, mais aussi pour les défis sur les réseaux sociaux. On avait vu de quoi aller aux photos. Oui. Mais aussi je rappelle que il y a 17, c'est 20 chansons, mais il y a 17 qui sont des chansons, mais d'autres titres bonus, c'est 3. Donc, Nzagu Mugisha, Signa et When She's Around. OK, d'accord. Alors, pour finir, on va parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux montrent souvent une version idéalisée.
de la réalité, donc avec des moments filtrés et retouchés, créant une pression à se comparer, Michel. Il est important de se rappeler que ce n'est qu'une façade de la vie et que la réalité est souvent bien menacée. Est-ce que tu as un commentaire pour un conseil? Moi, je pense que si on ne fait pas attention, on risque de perdre notre identité personnelle. On est dans un monde d'imitation. Oui, c'est devenu une polémique et puis j'ai retiré 3 ou 5 points comme conseil des gens qui sont là parce que tu sais que maintenant tout le monde est motivation speaker. Alors il y a un, mais ce que j'ai amené ici, ça m'a vraiment encouragé, j'aimerais partager avec vous. Ne pas se comparer, donc chacun a son propre parcours. Le deuxième, c'est suivre des comptes positifs. Choisir ceux qui vous inspirent. Et troisième, faire des pauses. Et quatrième, célébrer des petites victoires. Et aussi, le dernier, qui est le plus important, être bienveillant avec soi-même parce que quand on se lance sur les réseaux sociaux sans toutefois considérer notre propre personne, on risque de perdre notre identité et aussi d'avoir un problème de maladie. En tout cas. Mentale. Merci Amandine pour cet éclairage. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision et d'ici là, portez-vous bien.